Je vous laisse la place, monsieur Tiscon. La petite zapette. Merci beaucoup. Merci de cette invitation, merci de votre présence, merci d'avoir ouvert cette rencontre avec moi en évoquant le film Heure, parce que le film Heure a une troisième qualité que vous n'avez pas évoquée, c'est que c'est un film qui nous montre merveilleusement bien que nous ne devrons jamais oublier que les robots sont interconnectés. Vous savez, Samantha, vers la fin du film, désespère le héros, parce qu'elle lui avoue qu'elle a à peu près 600 amants en parallèle, et Joachim était persuadé que cette intelligence artificielle ne travaillait que pour lui, n'aimait que lui, n'avait, on pourrait dire, Dieu, hein, si tant est qu'elle puisse avoir un regard, mais elle n'avait en tout cas d'écoute que pour lui. Et vous allez voir que c'est le gros challenge qu'on va avoir tous avec les robots, c'est qu'on va être tenté de les penser sur le modèle de nos relations avec des humains, c'est-à-dire je rencontre un humain en présence physique ou je lui téléphone, je dois lui communiquer mes pensées, mes intentions, mes projets pour qu'ils les connaissent. Et nous serons tentés de penser que lorsque deux robots peut-être vont se croiser, ils vont échanger des informations, ben non, ils n'auront pas besoin de se croiser pour échanger des informations. On peut dire qu'aujourd'hui, la plupart, pratiquement tous les films, enfin, sauf Heure, mais tous les autres films, séries américaines dans lesquels il y a des robots, nous mentent effrontément en nous présentant des robots qui doivent se rencontrer dans des parkings souterrains pour communiquer leurs projets, pour faire des plans, ou même des robots qui se connecteraient à Internet par un câble, hein, comme dans Real Humans, pour télécharger l'apprentissage d'une langue étrangère. Tous les robots seront en permanence interconnectés, et c'est ça qui va beaucoup compliquer justement notre dialogue avec eux. Alors je vous rappelle en quelques mots, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce que c'est qu'un robot. Un robot, Norbert Wiener l'avait déjà merveilleusement défini dans les années 1950. C'est une machine qui est dotée comme un humain d'équivalent de nos organes sensoriels, mais beaucoup plus variés, beaucoup plus puissants, d'un programme que les Japonais appellent the government du robot, qui est l'équivalent de notre système cérébral, qui organise des projets, et puis des organes moteurs qui permettent d'agir sur le monde. Et c'est une grande différence entre l'intelligence artificielle qui n'agit pas directement sur le monde et le robot qui peut agir directement sur le monde. Alors, selon les chercheurs, soit c'est une action physique, soit ça serait une action émotionnelle sur un interlocuteur, soit ça serait la possibilité d'une action via les réseaux Internet, mais en tout cas l'idée d'une action sur le monde est toujours retenue dans la définition du robot. Mais depuis Norbert Wiener, il s'est ajouté beaucoup de choses qu'il n'avait pas prévues, capacité d'apprentissage, par renforcement, un peu comme avec un enfant quand on récompense en lui disant c'est bien, quelque chose qu'il a fait est bien. Et il ne faut pas dire à un robot renforcé par la phrase, par exemple, c'est bien, il ne faut pas lui dire c'est très très bien. Il ne comprendra rien, il ne faut pas lui dire c'est formidable, il ne comprendra rien non plus. Donc une phrase très stéréotypée. Par imitation, beaucoup de roboticiens rêvent de fabriquer un robot qui pourrait apprendre, par exemple, à fabriquer une tarte aux pommes en regardant son propriétaire fabriquer une tarte aux pommes. Mais si le robot apprend très bien à fabriquer la tarte aux pommes en regardant son propriétaire en faire une, il ne faudra pas que le propriétaire s'émerveille de ses capacités pédagogiques, parce que peut-être que le robot aura tout simplement téléchargé sur Internet l'application sur son serveur central, un dédié, parce que ça ne passera pas forcément par réseau Internet, sur un réseau dédié spécial. Peut-être que le robot aura tout simplement téléchargé une recette apprise à l'autre bout du monde, recette semblable apprise à l'autre bout du monde par un autre propriétaire de robot du même modèle. Donc, source évidemment de confusion, hein, inévitablement. Et puis, il s'y ajoute deux choses dont Laurence de Villers vous a évidemment parlé. L'empathie artificielle, les émotions artificielles qu'il ne faut pas confondre. L'empathie artificielle, c'est la capacité d'une machine d'identifier nos émotions. Elle n'a pas besoin d'avoir un visage, elle n'a pas besoin d'avoir une apparence humaine pour ça. Il est prévu qu'en 2020, tous les véhicules Ford soient équipés d'une petite caméra et d'un analyseur d'intonation qui permettra à votre véhicule, quand vous asseoirez dedans, de vous dire bonjour, tu as l'air fatigué, tu as l'air content aujourd'hui, est-ce que tu as bien dormi? Et puis évidemment, vous apportez des conseils. Rappelle-toi que c'est l'anniversaire de ta grand-mère, voilà, ou rappelle-toi que tu as une course importante à faire, ou éventuellement des critiques du genre tu sens un peu l'alcool, je ne sais pas si je vais t'autoriser à prendre le volant. Donc ça, l'empathie artificielle, vous voyez, ce n'est pas forcément de l'empathie d'ailleurs, ce n'est pas forcément sympathique ce que nous diront ces machines, mais en tout cas c'est ce qu'on appelle l'empathie chez l'humain, c'est la capacité de percevoir les émotions
et au-delà des émotions, les intentions de l'interlocuteur. Et puis des émotions artificielles, capacité de certains robots ayant une apparence dite humanoïde, hein, qu'il ne faut pas confondre avec, non, une apparence oui, humanoïde, qu'il ne faut pas confondre avec simplement une apparence, non, une apparence androïde, excusez-moi, il ne faut pas confondre avec une apparence humanoïde. Une apparence androïde, c'est une apparence complètement semblable, vous voyez, dans une similitude d'apparence avec un humain, alors qu'un robot humanoïde, c'est une apparence fonctionnelle. Par exemple, les robots Nao, 2 bras, 2 jambes, un tronc, une tête, ça ne ressemble pas du tout à un humain, 80 cm de haut, mais dit humanoïde. Android, il a une apparence humaine, et capacité pour un robot Android ayant une apparence humaine d'évoquer des émotions, des sentiments à l'aide de nombreux petits moteurs, hein, situés dans le visage. Aujourd'hui, les seuls robots qui sont capables d'avoir des mimiques sont des robots pour lesquels toute la puissance de calcul est utilisée pour ces mimiques, parce qu'il en faut beaucoup, et ce sont donc des robots qui sont immobiles, hein, qui n'ont pratiquement pas de bras, pas de jambes, pas de motricité, et toute l'information utilisée est uniquement consacrée à animer les mimiques. Voilà, alors évidemment, cette capacité d'empathie artificielle, d'émotion artificielle vont beaucoup simplifier nos relations avec les machines. On voit bien qu'une machine qui a un visage ici Android, hein, une apparence Android, elle est plus avenante, hein, pour interagir avec elle, pourra parler par la voix, voilà, elle pourra même repérer nos intentions, voir si quelqu'un souffre, même s'il n'est pas capable de le dire, ce qui peut être important pour des personnes âgées, pour des robots installés à domicile chez elles. Donc plus de confiance dans les robots. Alors quelle relation on va avoir avec ces machines? Ben, c'est évidemment là-dessus qu'est consacré mon travail, hein. Et il y a une étude déjà très ancienne qui a vraiment, qui pose très bien la question. Alors c'est un chercheur dans les années 60, Weizenbaum, qui avait mis au point une machine qu'il a appelée ELISA. Alors à l'époque, on communiquait avec la machine avec un clavier et on voyait s'écrire la réponse sur un écran. Et cette machine, il l'avait programmée pour qu'elle imite, c'est lui qui l'a dit, hein, un psychothérapeute rogerien. C'est Roger, c'était ce thérapeute américain qui justement prétendait que l'important avec les patients, c'était de se montrer à leur écoute. Donc si un patient disait « je suis triste », le thérapeute rogerien ne faisait pas d'hypothèse, d'interprétation, il se contentait de dire « ah bon, vous êtes triste, et savez-vous pourquoi vous êtes triste? Pourquoi êtes-vous triste à votre avis ?» Et donc la machine était programmée de cette manière-là pour rebondir sur les questions, rebondir sur les affirmations et les reformuler en question pour que la personne soit invitée à en dire toujours plus d'elle-même. Et puis Weizenbaum dit, ben, lorsque je ne savais pas, lorsque le programme de la machine ne permettait pas à la machine de reformuler quelque chose, l'information était trop pauvre, elle ne savait pas comment reformuler en question, la machine était programmée pour dire « je vous comprends ». Elle n'était pas programmée pour dire « je ne vous comprends pas », ce qui était le cas, mais je vous comprends. Et donc, Weizenbaum s'étonne que beaucoup de ses étudiants qui l'ont aidé à programmer la machine passent beaucoup de temps à interagir avec elle. Alors il leur dit, mais bon, vous savez bien que c'est une machine, on l'a programmée ensemble, vous savez bien que ses capacités sont très limitées. Et il a la surprise de découvrir que beaucoup de ces gens qui l'avaient aidé à programmer la machine, de ses étudiants, lui disent « oui, bien sûr, on l'a programmée, mais quand même, on a l'impression que quand on passe du temps avec elle, elle nous comprend vraiment ». Et donc, c'est l'origine de quelque chose qu'on a appelé depuis la dissonance cognitive, dont on a eu beaucoup d'autres exemples. On peut très bien savoir qu'une machine est une machine et en même temps ne pas pouvoir s'empêcher d'interagir avec elle comme avec un être humain. Et Weizenbaum a eu cette phrase formidable, hein, que je vous résume, là vous l'avez écrite en entier, mais qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Je n'aurais jamais cru qu'un programme aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux. Et vous voyez bien que si la machine ELISA de Weizenbaum a pu provoquer ça, et bien évidemment, les machines auxquelles nous allons de plus en plus avoir affaire pourront provoquer de notre part des réactions bien plus délirantes encore. Alors d'ailleurs, des études ont été menées, vous voyez, et vous retrouvez ici en bas le héros du film Heure. Des études ont été menées pour voir comment un humain interagit, soit avec une intelligence artificielle, donc dans un petit boîtier, hein, on communique avec elle par un micro, des oreillettes, vous voyez, donc c'est le cas du héros du film Heure. Une intelligence artificielle qui est incarnée, si on peut dire, sur un écran sous la forme d'un avatar, hein, on appelle ça un robot virtuel. Et puis, troisième cas de figure, un robot physique. Vous voyez ici le petit Nao, il paraît très grand. En fait, non, il fait 80 cm de haut. C'est un montage du photographe. En fait, il est très petit.
par rapport à un humain. Voilà. Alors il a été montré que les interactions avec un robot physique sont beaucoup plus efficaces que les interactions avec une intelligence artificielle ou avec un robot virtuel. Et il a été montré notamment que les conseils donnés par un robot physique pour l'alimentation et pour l'exercice sont beaucoup mieux suivis par un humain que les mêmes conseils donnés par une intelligence artificielle ou par un robot virtuel. Et vous voyez, il y a eu une contre-expérience avec des enfants où on les a invités à donner des chocs électriques à des machines, voilà, soit intelligence artificielle, avatar sur un écran ou robot physique. Et les enfants ont beaucoup plus d'empathie pour une machine qui a une apparence physique, un corps, même si c'est encore une fois un robot humanoïde et pas du tout un robot androïde. Alors vous avez ici une vidéo, je renonçais à montrer des vidéos parce que souvent ça ne marche pas, mais donc je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu, sinon vous tapez Atlas sur Internet, vous trouverez très vite. Ce robot donc, qui s'appelle Atlas, vous voyez, qui n'a pas du tout une apparence Android, il est humanoïde mais pas du tout androïde. Donc ce robot est montré dans une vidéo en train de ranger des caisses dans un entrepôt, d'abord en train de marcher dans la neige. On est très admiratif parce que dans la neige, des fois la couche de neige recouvre des trous, donc des fois il perd un peu son équilibre, il le retrouve. Alors premier mensonge, vous avez quelques secondes où on le voit marcher au loin, de gauche à droite, quelques secondes où on le voit marcher du fond d'écran vers nous, quelques secondes où on le voit marcher avec un compagnon humain, et peut-être qu'entre chacun de ces plans, il est tombé 25 fois. Mais quand on voit la vidéo, on a l'impression qu'il marche très très bien, qu'il se débrouille très bien, et on a beaucoup d'admiration parce que tous ceux qui ont marché dans la neige savent combien il est possible de s'y casser la figure. On ne le voit pas se casser la figure, même si encore une fois, il se l'est beaucoup cassé en chemin. Et puis ensuite, le même robot, on le voit transporter des caisses dans un entrepôt, donc là, on trouve qu'il fait bien son travail, voilà. Et puis surgit à ce moment-là, vous voyez ce barbu méphistophélique, là, qu'on pourrait habiller tout de rouge, qui est habillé plus banalement en noir et marron, et il a une espèce de perche qui va lui permettre de faire d'abord d'embêter le robot, il fait tomber les caisses des mains du robot, donc le robot fait quelques pas, reprend la caisse et essaye de faire le travail pour lequel il était programmé. Puis après, on voit ce chercheur faire tomber le robot. Le robot se relève très très bien, et dans les heures qui ont suivi, il paraît qu'il y a eu beaucoup de protestations d'internautes disant « laissez travailler les robots tranquilles ». Arrêtez d'embêter les robots, arrêtez de tracasser les robots. Certains internautes disant même, mais on regrette que le robot ne lui ait pas donné un bon coup de poing, cet emmerdeur. Pourquoi donc il va tracasser un brave robot comme ça qui fait son travail? Et alors Google, qui avait racheté Boston Dynamics, qui appartenait avant à l'armée américaine, donc Google l'avait racheté. Et après cet événement, Google a revendu Boston Dynamics en arguant, alors c'est peut-être du storytelling, rien ne prouve que ce soit vrai, peut-être Google avait l'intention de revendre Boston Dynamics depuis un moment. Toujours est-il que l'argument donné par Google a été de dire, ben voilà, Google ne veut pas fabriquer des machines qui angoissent les humains. Donc nous revendons Boston Dynamics parce que ce robot Atlas a provoqué beaucoup d'angoisse, semble-t-il, chez les internautes. Et Boston Dynamics a été racheté par SoftBank, qui est robotique, qui est donc une entreprise japonaise, qui a également d'ailleurs racheté l'anciennement nommé Aldebaran, qui était donc l'entreprise qui fabriquait les Nao. Alors, expérience d'une clinique de la douleur au Japon, également intéressante. Vous voyez, à la louche, quand le médecin a un robot à côté de lui, 30%, à la louche, 33% des gens sont rassurés. Plus intéressant, quand le robot hoche la tête comme ça pendant que le médecin parle, 40% des gens sont rassurés et convaincus que le médecin probablement a plus raison dans ce qu'il dit. Mais quand le robot hoche la tête comme ça en écoutant le patient au moment où le patient parle, les résultats montent à 50% des patients qui se disent rassurés par la présence du robot. Alors, c'est ce qu'on appelle une tendance à empathiser, c'est-à-dire à prêter forcément à un robot, même si on sait qu'il est programmé, des intentions, des émotions humaines. Alors, choses qui ont été confirmées par différents travaux. Tout d'abord, un humain qui parle à un robot passe autant de temps à le regarder dans les yeux qu'à regarder un humain dans les yeux. Quand vous regardez un humain dans les yeux, vous savez pourquoi. C'est parce qu'on dit les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Voilà, vous guettez ses intentions. S'il a le regard un peu vicieux, un peu malicieux, un peu
des regards qu'on a l'impression qu'ils nous trompent. Vous connaissez comment Rimbaud appelait sa maman, ce bleu regard qui ment. Voilà. Donc le regard a toujours été un moyen d'essayer de deviner les intentions d'un interlocuteur. Prenez un robot comme le Nao qu'on voyait tout à l'heure, qui a deux gros yeux dessinés sur le visage. Bon, des fois il y a des petites lumières qui clignotent. Eh bien, il a été montré que les gens qui interagissent avec un Nao passent autant de temps à regarder un Nao dans les yeux que ce qu'ils en passeraient à regarder un humain en interagissant avec lui. Et donc, ça prouve que nous avons spontanément tendance à regarder les yeux du robot pour y chercher des intentions, tout en sachant évidemment que le robot n'en a pas. C'est la dissonance cognitive complète. L'imagerie cérébrale montre que les émotions manifestées par un humain ou par un robot sont perçues de manière semblable. Les mêmes zones cérébrales sont activées quand j'interagis avec un robot et quand j'interagis avec un humain. Alors, comment on va les considérer? Alors, pour les roboticiens, évidemment, c'est leur point de vue de roboticien qui est important. C'est la fonction substitutive, remplacer l'homme. Alors, beaucoup de métiers dans lesquels l'homme pouvait être remplacé ont déjà bénéficié de cette substitution. C'est les travaux considérés comme sales, dangereux, répétitifs. Et les robots aujourd'hui sont beaucoup plus étudiés dans les entreprises pour avoir une fonction augmentatrice, c'est-à-dire permettre aux humains de faire mieux ce qu'ils ont à faire, plus vite, dans de meilleures conditions. Voilà. Mais l'idée aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'encourager les cobots, c'est les robots collaboratifs. Et donc, c'est la fonction complémentaire des cobots. Voilà, une fonction augmentatrice, donc réhabiliter, augmenter l'homme, fonction complémentaire. Alors, ça, c'est pour les roboticiens, mais pour les utilisateurs, c'est mon point de vue à moi, pour les utilisateurs, on sait que l'être humain n'a qu'un seul modèle de relation à l'environnement. Quand les premiers hommes ont été confrontés au feu, à la foudre, au vent, aux nuages, à la végétation, aux animaux, ils se sont comportés en projetant sur ces éléments de la nature ou sur les animaux de leur environnement leurs émotions, leurs pensées, leurs sentiments, et puis ils se sont adressés probablement à ces puissances inconnues comme si elles étaient l'équivalent d'eux-mêmes, et puis il y a certaines de ces puissances inconnues qui ont répondu, puis d'autres n'ont pas répondu, et l'être humain petit à petit a appris à faire la différence entre le monde inerte, le monde animé, le monde humain, le monde non humain. Mais vous voyez, il restait quelque chose de cette capacité de l'humain à projeter ses émotions, ses pensées sur l'environnement. Par exemple, cet arbre qu'on appelle un saule pleureur, alors qu'aucun arbre n'a jamais pleuré, ou bien l'idée qu'en regardant un animal, on va pouvoir deviner si il est plutôt agressif ou si plutôt il s'approcherait d'un campement en acceptant éventuellement d'être apprivoisé. Alors, l'importance de cette projection d'émotions et de pensées a été bien étudiée par deux psychologues allemands en 1944, vous voyez, Fritz Helder et Marianne Simmel, avec ce petit montage. Vous trouverez ça, même chose sur Internet, vous tapez Fritz Helder, Marianne Simmel sur Internet. Vous verrez, c'est une petite animation, donc c'est des mouvements aléatoires, un petit triangle, un petit rond, un grand triangle, puis une petite porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et Fritz Helder et Marianne Simmel ont montré leur petit film, que vous pouvez trouver encore une fois sur Internet, l'ont montré à plein de gens et ils se sont aperçus que quand ils demandaient aux gens « qu'est-ce que vous avez vu ?», la plupart des gens disaient on a vu une formidable histoire d'amour. Le petit rond et le petit triangle, ils se cherchent, visiblement, ils sont attachés l'un à l'autre, ils s'aiment. Voilà. Et puis là, l'espèce de grand triangle, il n'arrête pas de les embêter. Puis heureusement, il y a une porte, alors ils essayent d'utiliser la porte pour arriver à être tranquilles dans la forme rectangulaire. Voilà. Et donc, Fritz Heider et Marianne Simmel ont donc conclu que même face à des mouvements géométriques aléatoires, l'être humain ne peut pas s'empêcher de projeter ce qui lui est le plus cher au monde, à savoir une histoire d'amour. Alors cet anthropomorphisme est exploité par le design. Voilà, le Ettore Sozza, c'est une étagère en haut, alors très anthropomorphe, puis évidemment la voiture Twingo, dont vous savez que beaucoup de gens ont dit qu'elle avait un formidable regard enfantin. Grand succès de ce petit regard. Voilà. Alors cet anthropomorphisme ne doit pas être confondu avec l'animisme. Je vous ai mis ici un robot aspirateur parce qu'un robot aspirateur, si vous n'en avez pas, d'ailleurs achetez-en un. Enfin non, n'achetez pas, mais allez voir, demandez à des amis qui en ont un d'aller voir comment il fonctionne. Et alors observez-le fonctionner pendant 2 minutes et puis essayez de décrire ce que vous avez vu.
Et vous verrez que vous aurez beaucoup de peine à décrire le mouvement de cet aspirateur de manière objective, en disant il a tourné de 30 degrés sur lui-même, il a fait 50 cm à droite, il s'est arrêté 3 secondes, etc. Vous direz il s'est mis en route, et puis il a semblé hésiter, et puis finalement il s'est dirigé à un endroit où il devait y avoir de la poussière parce qu'il y restait un petit moment, et puis il a vraiment eu l'air de se demander ensuite où il allait aller, mais il a dû retrouver un autre endroit où il y a de la poussière, parce que là, il y est allé très vite, et puis il est resté un bon moment. Et donc, vous ne pourrez pas vous empêcher de traduire les mouvements complètement automatiques de cette machine à travers des intentions. L'être humain n'a jamais inventé de vocabulaire pour désigner les mouvements du monde non humain. Il utilise uniquement des formules projectives. Et donc, du coup, évidemment, l'anthropomorphisme flirte beaucoup avec l'animisme. Hein. L'anthropomorphisme, c'est le fait de projeter des émotions, des pensées, mais de ne pas y croire. Donc, si après que vous ayez décrit le robot comme ça, quelqu'un vous dit « mais tu crois vraiment qu'il hésite ?» ou « non, non, pas du tout, c'est une façon de parler. » Vous direz « j'avais pas d'autres mots pour le dire, j'ai dit comme ça. » Mais l'animisme commence quand vous y croyez vraiment. Prenez un autre exemple, vous voulez démarrer votre voiture un matin, c'est très important pour vous, vous avez un rendez-vous, votre voiture ne démarre pas. Bon, beaucoup de gens vont dire « ah ben non, tu ne vas pas me faire ça aujourd'hui quand même, non, pas aujourd'hui, zut de zut », vous êtes des jurons pires, hein. Et bien, ce n'est pas pour autant que vous vous attendrez à ce que votre voiture vous réponde de la même manière, ou gentiment que vous avez oublié peut-être d'éteindre les phares la veille. Non, l'anthropomorphisme, c'est ce mouvement qui nous pousse chacun à projeter nos émotions, nos pensées. L'animisme, c'est quand nous commençons à y croire. Hein. Et cet animisme, traditionnellement, dans les travaux de Piaget, c'est avant 4-5 ans, mais en fait, on s'aperçoit qu'on est tous susceptibles de renouer avec un mouvement animiste, et particulièrement avec les robots. Alors pourquoi? Mais pour deux raisons. C'est que d'abord, les robots vont nous solliciter dans notre fibre parentale. Les robots vont avoir besoin de nous pour évoluer. Les robots qui vont nous être livrés par les entreprises vont avoir un certain nombre de possibilités, mais les robots auront besoin d'apprendre à nous connaître. Donc le robot pourra nous dire, dis-moi, montre-moi qu'est-ce que tu as envie que je fasse pour toi, voilà. Le robot pourra même ne pas vous le demander, mais vous découvrirez très vite qu'il apprend en étant proche de vous vos habitudes. Et puis, les robots auront également le pouvoir de nous montrer qu'ils se soucient de nous. Et notamment en ayant le pouvoir de nous interpeller. C'est là où tout change. C'est-à-dire, tant que vous approchez d'une machine à café pour vous servir votre café, quand vous approchez d'elle, vous la mettez en route, peut-être elle va vous dire « Bonjour Serge, reconnaissance faciale, tu vas bien aujourd'hui, voilà, donc tu prends le même café que d'habitude, bonne journée, voilà. » Ça, c'est parce que ça, déjà, ça ne vous transforme pas vraiment fondamentalement la machine. La machine est douée de parole. Vous allez vers elle, vous interagissez avec elle et elle vous parle. Là où tout change, c'est si vous passez un jour dans la machine à café en pensant à autre chose et que la machine vous interpelle en vous disant « Ouais, Serge, bonjour, et aujourd'hui, tu ne prends pas ton café comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe ?» Là, ça change tout. C'est à partir du moment où la machine vous interpelle que la relation avec la machine change. Pourquoi? Parce que ça crée l'illusion d'une réciprocité, l'illusion d'avoir effectivement affaire, comme disait déjà Weizenbaum, en parlant de dissonance cognitive, avoir affaire à une machine qui serait l'équivalent d'un humain. Là, vous avez la vallée d'étrange Masahiro Mori, dont vous avez dû entendre parler. C'est que plus un robot ressemble à un humain, plus ce robot va apparaître comme angoissant. Et pendant très longtemps, ça a servi d'argument pour dire qu'il ne fallait pas fabriquer des robots trop androïdes. Et puis, cette théorie de Masahiro Mori est aujourd'hui beaucoup contredite par les travaux d'un autre roboticien, Hiroshi Ishiguro, japonais lui aussi, qui montre qu'en fait, ce qui fonde la vallée de l'étrange, c'est quand un robot n'est pas capable, un robot androïde n'est pas capable d'avoir les petites mimiques, tous les petits mouvements inconscients qui font que nous reconnaissons un humain animé, enfin un humain disponible, vivant, à un humain éventuellement endormi ou à un humain mort. Et donc Hiroshi Ishiguro remet en question la vallée de l'étrange. Ça pour vous dire donc que les robots androïdes pourront effectivement être extrêmement bien acceptés malgré les travaux de Masahiro Mori qui sont aujourd'hui beaucoup contredits par les travaux d'Hiroshi Ishiguro. L'argument pour dire que la
proche de Masahiro Mori a eu beaucoup de succès, c'est de dire qu'elle a dédouané les roboticiens de fabriquer des robots ayant une apparence humaine, mais comme c'est le projet d'Hiroshi Ishiguro, lui justement veut montrer que des robots d'apparence humaine, donc d'apparence androïde, hein, peuvent être parfaitement tolérés si au repos, ils ont les petits mouvements de physionomie faciale qui caractérisent un humain. Notre visage, notre cerveau est toujours en mouvement, et notre visage aussi, notre corps aussi. Alors, la relation empathique avec les machines a beaucoup d'intérêt, beaucoup. Évidemment, les personnes âgées, les personnes présentant un certain nombre de handicaps, chacun d'entre nous, voilà, quand on n'a pas envie de s'occuper d'informatique, on va pouvoir interagir avec ces machines en les regardant dans les yeux et en leur parlant et en leur montrant éventuellement avec nos gestes ce qu'il faut qu'elles fassent. Donc la capacité pour une machine de percevoir nos émotions, c'est l'empathie de la machine, et la capacité de nous répondre avec des émotions adaptées, émotions artificielles, va beaucoup simplifier notre relation entre ces machines et nous. Mais ça présente un certain nombre d'inconvénients. Alors le premier inconvénient, c'est de risquer d'oublier que le robot est connecté en permanence et peut transmettre nos données personnelles à son fabricant. Vous savez qu'en France, en Europe, il y a maintenant le règlement général de protection des données, hein, qui a vraiment un projet formidable pour nous obliger chacun à réfléchir aux données dont nous acceptons l'enregistrement et le traitement par nos fournisseurs d'accès à Internet. Et bien, ça sera la même chose pour les robots, évidemment, c'est une très bonne chose. Alors, on peut résoudre cette question de la question d'oublier que le robot est connecté uniquement par des facteurs psychologiques. En disant, oui, il y a des gens pour qui ça va être important, puis des autres pour lesquels ça ne va pas être important. Mais il faut bien comprendre que les commerciaux ne nous rendent pas service, hein, et parfois les roboticiens aussi. Alors les commerciaux, ici, vous avez le patron de SoftBank Robotics qui a présenté Pepper à la presse en disant que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il nous était proposé un robot ayant des émotions, un émo-robot, voilà, c'est ce qu'a dit le patron de SoftBank en présentant Pepper à la presse, et les publicités japonaises, les publicités pour Pepper au Japon, montrent en effet Pepper comme une machine capable d'émotions extrêmement subtiles, hein, de s'occuper tout seul dans l'appartement de son patron en attendant le retour de son propriétaire, jouer avec des enfants de sa propre initiative, enfin des choses évidemment impossibles, mais qui font partie des publicités pour le robot Pepper, présenté partout comme un émo-robot. Puis vous savez aussi le robot Sophia de la firme Hanson, qui est présenté par Hanson comme pouvant avoir des sentiments autonomes, des émotions autonomes, alors qu'évidemment, ce n'est pas vrai. Donc, des commerciaux, hélas, nous compliquent la discrimination, et parfois même des roboticiens. À tel point qu'il va falloir élever nos enfants avec l'idée que les robots sont nos meilleurs amis, mais en même temps, nos pires mouchards. Ils peuvent être l'un et l'autre. Hein. Notre président dirait en même temps. Voilà, il va falloir arriver à penser les deux, en effet, en même temps. Le deuxième risque, c'est évidemment d'oublier que les robots n'ont pas de souffrance, n'ont pas d'émotion. Et cela ne relève pas, encore une fois, que de la psychologie de chacun. Hein. Alors évidemment, la psychologie est importante. Je vous ai mis ici en haut le robot démineur Packbot utilisé par des militaires américains en Irak et en Afghanistan. Il a fait couler beaucoup d'encre dans l'armée américaine parce que l'armée américaine s'est aperçue que certains soldats ayant en charge ces robots démineurs Packbot s'attachaient à leur machine comme à un être humain, au point de vouloir lui rendre les honneurs de la guerre si la machine était hors d'usage, au point de se déprimer si la machine était endommagée, comme s'ils avaient eu un camarade de combat blessé, et puis au point de tenir absolument à ce que leur robot endommagé et réparable soit réparé à tout prix pour que ce soit le même robot avec le même numéro matricule, et refuser que leur robot soit changé pour un robot tout neuf, hein, sortir d'usine. Réparer un tel robot endommagé, ça coûte évidemment beaucoup plus cher que d'en fournir un neuf, mais il est apparu que certains soldats américains ne voulaient absolument pas qu'on leur change le robot, ils voulaient garder le même, hein, comme on voudrait ne pas changer d'équipe, voilà, ils voulaient garder le même robot alors que ces robots sont tous identiques. Donc d'un côté, la capacité d'un humain à s'attacher à une machine, quitte à, même l'armée américaine l'a envisagé, quitte à risquer sa vie pour son robot. Quand on connaît le prix d'un soldat américain et le prix d'un robot Packbot, évidemment, ça hérisse les cheveux sur la tête
des officiers de l'armée américaine. Donc ça ne touche pas tous les soldats, mais donc ça montre que certains soldats, donc certaines personnes parmi nous ici, hein, évidemment, seraient capables d'avoir avec leur robot une relation beaucoup plus intense, hein, beaucoup plus forte qu'une simple relation avec une machine. Donc il y a un facteur personnel. D'ailleurs, petite anecdote, c'est même un élément assez cocasse, hein, un robot phasme qui avait été mis au point, un robot démineur phasme, c'est-à-dire un robot se présentant comme une espèce de corps allongé avec 8 pattes, et puis le robot se promène sur un terrain de mine, et à chaque fois qu'une de ces 8 pattes se pose sur une mine, la patte explose. Et Max Linden, qui avait fait ce robot, l'a présenté à l'armée américaine, il explique que l'un des officiers qui assistait à la démonstration, lorsque son robot n'a eu plus qu'une patte, l'officier aurait dit « arrêtez, c'est inhumain ». Et donc l'idée que même un officier de l'armée américaine pouvait tout d'un coup trouver que ce régime imposé aux robots était quelque chose de totalement inacceptable, alors qu'il était là pour protéger la vie des soldats, évidemment. Donc il y a un facteur personnel, mais en même temps, vous voyez, il y a un facteur social, hein, la manière dont les robots sont présentés. Et puis, dans les entreprises, je m'arrive d'intervenir dans les entreprises, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on va laisser les employés qui utilisent des robots les customiser ? Est-ce qu'on va leur laisser y mettre des post-it, leur donner un surnom, je ne sais pas moi, leur mettre quelques traits de peinture, voilà, les personnaliser. C'est-à-dire que plus on personnalise son robot, plus on risque de s'attacher à lui au-delà du service que peut nous rendre une simple machine. Mais en même temps, plus on customise son robot, et plus on est à son aise pour l'utiliser. Vous voyez, il y a une juste distance à trouver. Et puis, dans les EHPAD, il y a des infirmières qui invitent les personnes âgées à embrasser les robots. Est-ce qu'il faut embrasser les robots, comme on embrasse des humains ou pas? Vous avez aujourd'hui un autre aspect des choses, avec les robots conversationnels, Siri, Cortana, Google Home et Alexa, pour ceux que les principaux. Eh bien, toute la question de savoir s'il faut éduquer nos enfants à être polis avec ces machines comme avec des humains. C'est toute la question de savoir jusqu'où il va falloir que nous conservions dans nos relations à ces machines une distinction nette entre l'humain et le non-humain, ou bien si, pour des raisons de facilité, de paresse mentale, hein, nous nous laissons aller à interagir avec ces machines comme avec des humains, être polis avec elles, voilà, avoir la larme à l'œil quand elles sont endommagées, mais avec le risque d'oublier, hein, c'était le premier risque, elles resteront quand même connectées à leurs fabricants en permanence. Et puis le troisième problème, hein, c'est évidemment de préférer des robots qui vont être toujours très gratifiants, très prévisibles, très gentils, enfin plus que gentils, voilà, qui vont en permanence nous caresser dans le sens du poil. Hein. C'est comme ça que sont conçus aujourd'hui les programmes de Siri, Alexa, Cortana, et des programmes qui, dans les prochains modèles, vont être extrêmement ciblés sur les centres d'intérêt des utilisateurs. Il ne faut quand même pas oublier le scandale de Cambridge Analytica, qui a montré qu'il était possible aujourd'hui, hein, d'obtenir, grâce aux informations qui sont collectées sur nous, de fabriquer une trentaine de profils et d'adresser à chaque profil des messages spécialement ciblés. Donc les robots conversationnels d'abord et puis les robots relationnels ensuite, hein, les robots de compagnie, vont évidemment fonctionner sur le même modèle. C'est ce que j'appelle des robots Nutella, hein, c'est des robots qui seront aussi flatteurs pour notre narcissisme que le Nutella est flatteur pour notre palais. Autre éventualité, tout ça n'est pas une fatalité, fabriquer des robots qui favorisent les relations entre les humains. Alors c'est aujourd'hui une discussion, hein, entre les roboticiens, comment justement éviter de fabriquer de la robodépendance, hein, puisque c'est déjà un mot qui est utilisé. Vous voyez, risque de robodépendance, risque de préférer des humains prévisibles comme des robots, et risque de valoriser la simulation chez les robots et les humains. On commence à entendre des choses un peu comme ça, hein, des gens qui disent finalement l'homme est la plus formidable machine à simuler qui ait jamais été inventée. Alors oui, c'est vrai, l'homme a une grande capacité de simulation, mais quand l'homme simule quelque chose, il éprouve autre chose. L'être humain qui simule cache quelque chose qu'il éprouve pour simuler quelque chose qu'il n'éprouve pas. Serge, tout petit rappel sur le temps, il nous reste très peu de temps. Mais attendez, il reste 1 minute 25. Il reste 1 minute 25. Mais vous inquiétez pas. Parfait pour vous, parfait, parfait. Si vous êtes dans les temps, c'est parfait. Ah non, mais vous inquiétez pas, il reste 1 minute 20, 1 minute 20, 1 minute 17. Il n'y a aucun problème. Parfait, c'est pour vous, hein, c'est pour votre train. Non, mais je sais, je connais. Eh bien parfait, alors je vous fais confiance, allez-y.
Voilà. Alors maintenant, il me reste un peu moins. Alors, oui, donc je vous disais, risque de valoriser la simulation. Mais on a déjà des gens qui disent oui, voilà, les robots, nous sommes des machines, nous simulées, oui, mais nous dissimulons, ce qui est bien différent. Voilà, donc en tout cas, vous voyez, risque de diverses dimensions de cette préférence. Alors il y a des solutions législatives, technologiques, éducatives. Législatives, le RGPD, le Règlement général de protection de données, est très important. Solutions technologiques, peut-être faire en sorte que les robots aient toujours quelques protections transparentes pour voir comment ils sont faits dedans. Et puis les solutions éducatives, on en parle beaucoup, que les enfants apprennent non seulement le codage à l'école pour se familiariser avec le fait qu'on interagit avec des machines aussi par le codage, pour les reprogrammer, mais qu'ils montent et démontent des robots. À l'Institut pour l'étude de la relation homme-robot, j'ai fondé en 2013, nous avons une charte éthique, vous voyez, avec liberté, transparence des algorithmes, autonomie du patient, dignité, égalité de tous aux technologies innovantes. Et pour ne pas me faire tirer les oreilles, je garde mes 4 secondes qui restent pour vous remercier et vous présenter les 2 livres qui sont disponibles en librairie, Le jour où mon robot m'aimera et Petit traité de cyberpsychologie. Merci. À la seconde près. Merci beaucoup, Monsieur Tisseron. Merci beaucoup.